Bonjour, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors, notre sujet aujourd'hui sera focalisé sur une maladie qui est très rare, une maladie qui compte parmi les syndromes neurogènes et les syndromes canalaires qui touchent le membre inférieur. C'est ce qu'on appelle le syndrome du périforme. Le périforme, c'est un muscle qui est pair et triangulaire. Il se caractérise par une forme triangulaire à base sacrée et à terminaison fémorale. C'est un muscle qui forme un groupe musculaire avec d'autres muscles. Ce sont les pylvitrocontériens. Les pylvitrocontériens qui sont au nombre de 6. On a l'obturateur interne et l'obturateur externe, le jumeau supérieur et le jumeau inférieur. Et on a le périforme et le carré crural. Ces muscles sont placés sur le versant dorsal de l'articulation coxofémorale, ce qui leur confère leur propre fonction et leur principale fonction qui est la rotation externe, la rotation externe de la hanche. En ce qui concerne le syndrome du périforme, tout simplement il s'agit d'une compression qui est exercée sur le nerf sciatique par le muscle périforme. Et parmi les causes de cette compression, c'est l'hypertrophie musculaire et le surmenage musculaire. Et il y a d'autres causes, des causes qui sont secondaires, comme par exemple une injection intramusculaire. Des fois, une injection intramusculaire peut déclencher un syndrome du périforme. Et on peut parler aussi d'une inflammation des foramen sous-périforme. Et aussi parmi les causes qui peuvent être derrière ce syndrome, ce sont les déformations morphologiques. Les déformations morphologiques en général, comme par exemple l'inégalité des deux membres inférieurs, l'instabilité de la ceinture pelvienne, les déformations rachidiennes dorso-lombaires, que ce soit sur le plan frontal ou sagittal, le pied plat, le genou valgum, l'antéversion des bassins, etc. Donc, ce sont des déformations morphologiques qui peuvent être la cause majeure du syndrome du périforme. Cliniquement, ce syndrome se manifeste par une douleur qui est gênante, et cette douleur se déclenche après une position debout qui est prolongée ou bien une position assise qui est prolongée. Et on trouve aussi une paresthésie, qui s'installe au début au niveau de la région sacrée, puis elle commence à irradier progressivement vers la partie postérieure de la cuisse, tout au long des trajets des nerfs sciatiques. Et le patient va sentir un fourmillement au niveau des membres inférieurs. C'est normal parce qu'il y a une compression nerveuse. Et il y a aussi la faiblesse musculaire et l'amyotrophie de certains muscles des membres inférieurs. Et aussi parmi les problèmes qu'on peut détecter dans ce cas, ce sont les troubles de la marche, les boiteries. Dès l'entrée du patient, on remarque juste par l'inspection qu'il y a des troubles de la marche. Et normalement, les boiteries peuvent être la conséquence d'une déformation touchant le membre inférieur, comme par exemple l'instabilité de la ceinture pelvienne. Et aussi, les boiteries peuvent être le résultat de la faiblesse musculaire d'un muscle ou de plusieurs muscles des membres inférieurs. Par exemple, la faiblesse du releveur donne automatiquement un stipage. Par exemple, si on prend le quadriceps, le quadriceps c'est un extenseur du genou, il joue un rôle très important lors de la marche. Il permet de tendre le genou lors du demi-pas antérieur pour accomplir le pas. Donc, la faiblesse de ce muscle laisse un impact péjoratif sur la marche et le patient devient incapable de tendre complètement le genou lors du demi-pas antérieur. D'accord ? Par exemple, si on prend les fléchisseurs de la hanche et aussi des genoux, normalement, les fléchisseurs jouent un rôle très important lors de la phase d'oscillation.
La phase d'oscillation, ça veut dire lorsque le membre inférieur est en décharge, il est décollé des sols. Donc, s'il y a une faiblesse des fléchisseurs, le patient va trouver une difficulté lors de la phase d'oscillation. D'accord? Donc, parmi les signes cliniques du syndrome des périformes, ce sont les troubles de la marche. Quoi d'autre? Normalement, le syndrome des périformes, c'est une maladie qui est très rare. Elle touche surtout les sportifs. Mais la problématique, c'est que les médecins ne posent pas ce diagnostic. Les médecins neurologues ou bien les médecins qui sont spécialistes en médecine de sport ne posent pas ce diagnostic. Et pour poser ce diagnostic et confirmer ce diagnostic, il faut examiner le malade, un examen qui est bien détaillé, et il faut éliminer plusieurs pathologies qui présentent les mêmes symptômes, comme par exemple la fracture de l'anneau pelvien, comme par exemple la sacroiliite, ça veut dire une inflammation au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Il y a aussi la hernie discale. Avant de poser le diagnostic, il faut d'abord examiner le malade et il faut savoir est-ce qu'il souffre d'une hernie discale. Pourquoi? Parce que la hernie discale présente les mêmes symptômes. On trouve un fourmillement, on trouve des troubles de la marche, on trouve une paresthésie, on trouve une douleur au niveau de la fesse, etc. Donc ce sont les mêmes symptômes. Donc le médecin doit éliminer toutes les pathologies qui présentent les mêmes symptômes que le syndrome des périformes, comme la hernie discale, comme la sacroiliite, comme le pseudo-anévrisme de l'artère glutéale inférieure après un accouchement par voie basse avec péridurale ou sans péridurale. On peut parler aussi de l'ostéochondrite lombaire, etc. Alors maintenant, on pose la question, qu'est-ce qu'on fait en tant que kinésithérapeute face à un patient qui présente un syndrome des périformes? Généralement, on peut diviser le traitement kinésithérapique en deux parties. La première partie, c'est quoi? C'est la correction des facteurs déclenchants. Ça veut dire les facteurs qui déclenchent la maladie. Et parmi ces facteurs, ce sont les mauvaises postures et les mauvais positionnements des membres inférieurs. Parce que normalement, le périforme peut exercer une compression sur le nerf sciatique s'il est en position d'étirement. Donc on doit limiter tous les mouvements et toutes les postures qui favorisent l'étirement des muscles périformes. Et le périforme se trouve étiré lorsque la hanche est en flexion, en adduction et en rotation interne. Donc on a la flexion, l'adduction et la rotation interne de la hanche. Donc automatiquement on doit étirer les muscles qui sont responsables de ces mouvements. On doit étirer les fléchisseurs de la hanche tels que le psoas iliaque et les adducteurs. On a le grand adducteur, le moyen adducteur, le petit adducteur, le pectiné et le droit interne. Et aussi on doit étirer les rotateurs internes de la hanche, et notamment le petit fessier et le TFL, le tenseur de fascia lata. Et en même temps, on doit renforcer les antagonistes. Donc les muscles qui sont concernés par le renforcement sont les antagonistes. On a l'extenseur de la hanche qui est le grand fessier, l'abducteur qui est le moyen fessier, et aussi les rotateurs externes qui sont les pelvis trochantériens. D'accord? Donc, on doit étirer les fléchisseurs, les adducteurs et les rotateurs internes. Ce sont des muscles qui peuvent amener le périforme en position d'étirement lors de leur rétraction. Par contre, on doit renforcer leur antagoniste, ça veut dire l'extenseur et l'abducteur et les rotateurs externes de la hanche. Je pense que c'est clair. Quoi d'autre? Aussi parmi les facteurs qui peuvent déclencher le syndrome des périformes,
ce sont les déformations morphologiques. Hein. Donc, parmi les objectifs de la rééducation, c'est quoi? C'est la correction des déformations morphologiques et des attitudes vicieuses en général. Ça, c'est très important. Par exemple, on doit orienter le malade vers un podologue pour corriger le pied plat. Et s'il y a une inégalité des membres inférieurs, il faut utiliser une talonnette. Par exemple, si on constate la présence d'une déformation rachidienne, on doit conseiller le malade d'utiliser un corset. Par exemple, un corset anticéphose pour corriger l'hypercéphose dorsale, ou bien un corset antiscoliose s'il y a une scoliose, etc. D'accord? Donc, généralement, la première partie, c'est quoi? C'est la correction des facteurs déclenchants. La deuxième partie, c'est le traitement des éléments centraux du syndrome des périformes. Hein? Il y a deux éléments principaux. On a le nerf sciatique et le muscle périforme. Et dans cette partie, on commence par la sédation de la douleur. Hein? Il faut d'abord calmer la douleur pour préparer les muscles au travail actif. On utilise les moyens de la sédation de la douleur, comme par exemple la massothérapie. Hein? On fait un massage antalgique des muscles fessiers et notamment le moyen glutéal, et on fait un massage transversal profond des muscles périformes. Quoi d'autre? On fait appel à la physiothérapie antalgique telle que les ultrasons, hein, pour augmenter la souplesse musculaire. Les ultrasons peuvent être indiqués pendant 10 à 15 minutes avec une puissance qui est variable entre 2,25 et 2,5 watts. Quoi d'autre? Et on peut utiliser aussi l'électrothérapie antalgique à la programmation de TENS, et on doit placer les électrodes sur le trajet des nerfs sciatiques. Et on peut utiliser d'autres moyens en fonction de l'état des patients, et on doit bien sûr respecter les indications et les contre-indications de chaque technique. Quoi d'autre? Après avoir calmé la douleur, lorsqu'il n'y a pas de douleur, on passe au travail actif. Le thérapeute doit proposer un programme d'entraînement qui se base sur des exercices, des étirements et de renforcement, et le patient doit les apprendre pour les faire pendant la séance et chez lui à domicile. D'accord? Ce sont des postures actives, comme par exemple le pont. Vous connaissez le pont. Hein? C'est une posture qui vise à diminuer la tension des muscles des bas du dos et à améliorer la force musculaire, ce qui permet de réduire la douleur qui est causée par le syndrome des périformes. C'est très simple. Imaginez avec moi, le premier temps, le malade va se mettre en décubitus dorsal, les genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, on demande au malade de soulever la hanche vers le haut, jusqu'à ce que le corps soit en ligne droite. Le troisième temps, il doit maintenir cette posture quelques secondes, par exemple 15 secondes ou bien 20 secondes, et puis il doit revenir à sa position initiale, puis il refait l'exercice. C'est très simple. Il y a bien sûr le petit pont et le grand pont. Hein, le petit pont, c'est lorsque les membres supérieurs restent sur le sol, et le grand pont, hein, pour faire le grand pont, le patient doit soulever les épaules et les hanches vers le haut. D'accord? Il y a aussi un autre exercice qui est appelé vache-chat. La vache et le chat, ça veut dire la posture de la vache et la posture des chats. Alors, pour la posture de la vache, le patient va se mettre en position de 4 pattes sur les genoux et les mains, et il doit inspirer profondément par le nez. Hein? Donc il inspire en creusant le dos vers le bas et en portant lentement le regard vers le haut.
Donc ça c'est la posture de lavage. Il inspire et lors de l'inspiration, qu'est-ce qu'il fait? Il doit creuser le dos vers le bas et il doit porter lentement le regard vers le haut. Et concernant la posture des chats, c'est tout à fait le contraire. Hein, toujours, il va se mettre en position de quatre pattes, mais cette fois, il ne va pas inspirer, mais il va expirer. Hein, il va expirer profondément par la bouche. Et au cours de l'expiration, il doit arrondir le dos vers le haut et il doit porter lentement le regard vers le bas. Donc, il y a plusieurs exercices. Le patient doit apprendre 3 à 4 exercices pour les faire d'une façon qui est régulière chez lui à domicile. Hein. Le patient doit être actif pour participer à sa propre guérison parce que 2 séances ou bien 3 séances par semaine, c'est insuffisant. D'accord? Donc le patient doit être actif et il doit faire les exercices chez lui à domicile de façon qui est régulière. Quoi d'autre? Il y a aussi une chose qui est très importante qu'il ne faut pas l'oublier. C'est quoi? C'est la mobilisation neurale. La mobilisation neurale qui peut donner des résultats satisfaisants. La mobilisation neurale se base sur des techniques de glissement qui ont pour rôle de libérer le nerf sciatique et aussi le nerf fémoral. Et cela, bien sûr, permet de calmer la douleur et permet d'abolir les symptômes.